Bonjour, je m'appelle Valentine, je suis psychologue et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet sociétal qui est de plus en plus évoqué ces dernières années, les conditions de vie précaires des étudiants et leurs liens et effets sur la santé mentale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tout d'abord faire le point sur l'avant-Covid pour voir où en était la situation de base au XXIe siècle, puis on se centrera sur la période Covid plus précisément et l'effet aggravant que le Covid a eu, donc à la fois sur la précarité et la santé mentale des étudiants. Et pour finir, on évoquera l'après-Covid et la situation actuelle. Alors la vidéo va comporter de nombreux chiffres et statistiques, même si j'ai essayé de les limiter au maximum. C'est important de les avoir pour pouvoir bien voir et suivre l'évolution de la situation au fil des années. Et donc on va embrayer tout de suite sur la première partie de cette vidéo et faire un historique assez rapide sur toute la période avant Covid. Alors tout d'abord, il faut savoir que ces thématiques ne sont pas nouvelles. Ça fait des années que des études universitaires, des syndicats et des mutuelles étudiantes soulèvent et interpellent sur ces problématiques. Tout d'abord concernant le logement. Même avant le Covid, il était laborieux de trouver un logement et les places dans les logements du Crous sont largement insuffisantes. Par exemple, le Crous de Paris avait reçu en 2016 24 500 demandes de logement pour seulement 6 700 places disponibles. On constate donc environ 4 fois plus de demandes que de logements disponibles. Et d'ailleurs, selon l'Association interprofessionnelle des résidences universitaires et services, il manquerait environ 250 000 logements sur tout le territoire pour pouvoir répondre à la demande. Maintenant, concernant les jobs étudiants. Selon la dernière étude de l'OVE, donc l'Observatoire national de la vie étudiante, effectuée à nouveau sur des données de 2016, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent à côté de leurs études, donc environ 46%. Et pour certains, c'est d'ailleurs tout à fait réalisable. Mais pour ceux dont le travail devient essentiel pour subvenir aux besoins de base, donc au point de devoir rogner sur les études, forcément ça devient problématique. Ainsi, parmi les étudiants travailleurs, plus de la moitié jugent cette activité indispensable pour vivre, et ils ne pourraient donc pas l'arrêter pour se centrer sur leurs études. Et un quart jugent qu'elle a un impact négatif sur leurs résultats scolaires. Une autre statistique intéressante relevée dans cette étude et qui nous permet d'embrayer sur le domaine de la santé, près de la moitié des étudiants interrogés avaient affirmé sauter des repas. Ils étaient également 30% à avoir renoncé à des examens médicaux ou des soins dus à des problématiques financières. Ceci alors que 20% d'entre eux ont déclaré s'être retrouvés en situation de détresse psychologique dans les 4 semaines avant la réalisation de l'étude. La santé mentale, c'est une problématique qui, encore une fois, ne date pas d'hier. Des données similaires sont trouvées dans une étude de 2009 qui, elle, se centre sur les étudiants en première année à l'université. Et elle montre que selon les pays et les filières sélectionnées, 14 à 30% des étudiants expérimentent un sentiment de détresse, donc ça rejoint bien les 20% observés des années plus tard. Et de plus, 86% des étudiantes et 68% des étudiants déclarent s'être sentis déprimés au cours des 12 derniers mois avec comme 3 causes principales les études, les relations familiales et les problématiques financières. Pour les vécus dépressifs et l'anxiété, ça varie selon les études, mais on serait plutôt aux alentours de 30%. Et ceci, toute gravité confondue. On parle alors de vécus dépressifs, donc ce sont des vécus qui vont au-delà de la simple déprime qui, elle, est passagère, qui s'apparente à un bon gros coup de mou, un gros coup de cafard, quoi. En comparaison, le vécu dépressif, lui, est caractérisé par une tristesse omniprésente, un impact négatif sur l'estime de soi, des difficultés de mémorisation et d'attention, ce qui est d'ailleurs pas ouf quand on fait des études, et d'autres symptômes assez variables, donc insomnie ou hypersomnie, perte ou exacerbation de l'appétit, perte ou exacerbation du désir sexuel, des symptômes somatiques, par exemple de la fatigue et des maux de tête, et dans les formes les plus graves des symptômes tels que l'aboulie, qui est la perte pathologique de la volonté, et l'anédonie, qui est la perte pathologique du ressenti de plaisir. De plus, certains étudiants évoquent un sentiment d'isolement qui influence négativement leur santé mentale ainsi que leurs résultats académiques. Et pour rappel, là, on se situe encore bien avant la période de Covid et on reviendra bien évidemment sur ce sentiment d'isolement qui est de plus en plus marqué au fil des années. Aussi, il est important de noter que le suicide est la deuxième cause de mortalité juste derrière les accidents de la route chez les 15-24 ans. Ça représente en fait 16% des décès contre 1% dans la population générale. Et donc on voit bien que la prise en compte de la santé mentale des étudiants, c'est vraiment pas un sujet anodin ou négligeable. Un mot rapide sur la consommation de substances. Concernant la consommation d'alcool, 3/4 des étudiants consommeraient au moins occasionnellement. Bon, ça en soi c'est pas hyper alarmant je trouve.
Par contre, 10% consommeraient de façon importante ou excessive. Près de la moitié des étudiants ont déjà consommé du cannabis et 17% en consommeraient de façon soit occasionnelle, soit régulière. Bon, pour le coup, je trouve ça pas hyper précis, cette dernière stat, il y a quand même une grosse marge entre occasionnelle et régulière, mais bon, c'est la stat qui est présentée. Et enfin, concernant les troubles des comportements alimentaires, les résultats varient selon les études. Pour la boulimie, on se situe entre 5 et 19% des étudiants qui seraient touchés, mais dans tous les cas, c'est bien plus bas dans la population générale. D'autres études réalisées en 2011 et en 2013 par les mutuelles étudiantes LMDE et la SMEREP ont également relevé un sentiment de détresse plus ou moins présent chez les étudiants. 3/4 d'entre eux décrivent un état de stress avec une perte de confiance et une déprime, et pour plus d'un tiers, ce sentiment de détresse et de déprime était constant au cours de l'année. Donc, en conclusion, même avant le Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine, etc., il existait une précarité étudiante interpellante et un pourcentage quand même relativement important d'étudiants qui décrivent un sentiment de mal-être psychique, voire des troubles caractérisés. Et ces éléments sont généralement liés à leur statut d'étudiant, les études et leur situation financière étant parmi les 3 sources principales de mal-être, donc avec les relations familiales. Et maintenant, on va s'attarder un peu plus précisément sur la période Covid et ses effets donc à la fois sur la précarité et la santé mentale des étudiants. Plusieurs études internationales rapportent des taux élevés de symptômes anxieux et dépressifs dans la population étudiante durant la pandémie. On va tout d'abord se centrer sur une première étude qui est française. Donc la cohorte Confin a regroupé 3783 participants, dont 2080 étudiants qui ont été recrutés sur les réseaux sociaux entre mars 2020 et janvier 2021. On va tout de suite passer sur les conclusions de l'étude. Donc pendant le premier confinement, le statut d'étudiant était associé à une fréquence plus élevée de symptômes dépressifs par rapport au reste de la population. Ils étaient donc 37% environ contre 20% dans la population générale. On constate la même chose pour les symptômes anxieux, ils étaient 28% des étudiants à en ressentir contre 17% dans la population générale. On constate également une fréquence plus importante de stress perçu chez les étudiants que dans la population générale et une fréquence plus importante de pensées suicidaires. Ils étaient donc 13% des étudiants à avoir ce genre de pensée contre 8% dans la population générale. Et ces résultats ont été confirmés voire accentués lors des mesures de confinement et de couvre-feu suivantes. Ces éléments ont eu pour conséquence notamment d'ailleurs d'isoler encore plus certains étudiants. Dans certaines disciplines comme en médecine, les étudiants ont été particulièrement exposés pendant la pandémie. Dans une étude réalisée en CHU français avec des étudiants en médecine qui étaient volontaires lors de la première vague afin de réaliser des missions de communication avec les familles des patients qui étaient atteints du Covid, le bien-être psychologique était jugé acceptable, mais il rapportait des troubles du sommeil et un manque de formation adéquate pour ce type de mission dans leur cursus. En parallèle, l'étude CNACOR apporte d'autres données intéressantes. Donc 10 000 étudiants en santé ont été interrogés en ligne pour cette étude. Et elle montre que 65% étaient mobilisés pendant la première vague avec comme conséquence un stress important. Et parmi les participants, 10% rapportaient une augmentation de la consommation de substances psychotropes, donc que ce soit du tabac, de l'alcool, du cannabis, etc., et tout particulièrement chez ceux qui étaient en première ligne. On note également, d'après une autre étude, une importante augmentation des troubles du comportement alimentaire chez les étudiants pendant la pandémie Covid, sachant que, comme évoqué précédemment, c'est déjà une population où la prévalence est bien plus importante que dans la population générale. Et plus précisément, entre 2009 et 2021, pour chaque catégorie de troubles du comportement alimentaire, le nombre d'étudiants touchés a été multiplié par 2. Et l'étude précise que la précarité alimentaire et la santé mentale, donc notamment la dépression et le stress, étaient associés significativement à une augmentation du risque de chaque trouble. Alors la significativité, c'est un terme statistique qui veut dire en fait que le résultat, la conclusion est fiable et non pas due au hasard, donc l'association est bel et bien prouvée. Et la situation de pandémie, les confinements, les restrictions et grosso modo le flou global dans lequel le monde a évolué durant ce temps engendre une omniprésence de ce qu'on appelle le stress perçu. On parle beaucoup de la dépression, de l'anxiété ou même de la détresse, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup moins du stress perçu. Et grosso modo, le degré de stress perçu, c'est la réaction d'une personne face à une situation qui est objectivement stressante. Elle va y réagir en fonction de ses caractéristiques personnelles, de sa personnalité et de ses ressources propres.
Et face à une situation stressante, la personne va mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de coping, c'est-à-dire des stratégies qui vont permettre de faire face à la situation menaçante. Il y a deux types de stratégies de coping qui ont été définies, donc le coping centré sur le problème et le coping centré sur l'émotion. Lorsque la personne va utiliser une stratégie centrée sur le problème, elle va soit chercher à augmenter ses ressources personnelles afin d'affronter la situation, soit diminuer les exigences de la situation. Et lorsque la personne va utiliser une stratégie centrée sur l'émotion, cette fois-ci, elle va chercher à moduler ses réactions émotionnelles qui sont donc induites par la situation donnée. Et ces deux types de stratégies peuvent être utilisées donc soit de manière isolée, soit conjointement. Et le choix du type de coping à utiliser va donc dépendre d'une part des caractéristiques intrapersonnelles de la personne et d'autre part du type de situation à laquelle elle va devoir faire face. Ainsi, lorsque l'événement se révèle non contrôlable, donc d'un point de vue à la fois subjectif et objectif, la personne sera plus sujette à l'utilisation de stratégies centrées sur l'émotion, alors que lorsque la situation est plus contrôlable, la personne aura plus tendance à utiliser des stratégies centrées sur le problème. Et donc dans le contexte de pandémie, il vaut mieux privilégier les stratégies qui vont être centrées sur l'émotion, plutôt que de se risquer à utiliser des stratégies centrées sur le problème qui risqueraient d'engendrer un épuisement mental, puisque peu efficiente, puisqu'en soi, nous, on n'a pas vraiment de contrôle direct sur la pandémie. Certaines stratégies centrées sur l'émotion sont cependant plus difficiles à mettre en place dans une situation de pandémie avec des restrictions de sortie, par exemple le soutien social. Les contacts sociaux ayant été limités, et ce particulièrement pour les étudiants isolés, dans leur appartement ou en résidence, les étudiants étrangers et ceux en première année. D'autres stratégies de coping, aussi centrées sur l'émotion, ont alors pu être utilisées, mais celles-ci sont moins adaptées, comme la consommation de substances. Et de plus, le stress a un impact négatif sur la santé physique, et ainsi le stress perçu rendrait l'individu plus vulnérable aux maladies, influant ainsi sur le système immunitaire négativement, ce qui est quand même pas top pendant une pandémie avec un virus qui est extrêmement transmissible. Mais tout ça, ce ne sont pas les seuls impacts négatifs du Covid, malheureusement. Celui-ci a également accentué la précarité chez les étudiants, les privant pour un bon nombre d'une source de revenus, donc moins d'emplois étant à pourvoir, les jobs étudiants dans la restauration et le commerce n'étant plus accessibles du fait de la pandémie en fait. Et en fait, pendant le premier confinement, ils étaient 58% de ceux qui exerçaient une activité rémunérée à avoir dû l'arrêter, la réduire ou la changer. Et 44% avaient dû modifier leur projet de travail pour l'été qui consistait généralement en du tourisme ou des colonies de vacances. Et ainsi, il y a une perte de revenus pour certains, une stagnation dans la précarité pour d'autres, sachant que leurs proches ne pouvaient pas non plus nécessairement les aider. Ça a été en fait une période qui a été assez compliquée pour beaucoup de monde, et donc les proches ne pouvaient pas forcément assister financièrement les étudiants. Et je pense notamment aux familles les plus précaires, ou ceux qui se sont retrouvés dans une situation précaire à ce moment-là. Et le domaine le plus impacté par cette hausse de la précarité étant l'alimentation. On a d'ailleurs vu une hausse de la fréquentation des centres d'aide alimentaire par les étudiants durant cette période. Puis vient le paiement du loyer, puis les problématiques liées à l'équipement nécessaire au suivi des cours à distance. Et tous ces éléments-là ont évidemment un effet délétère sur la santé mentale des étudiants et donc sur une santé mentale qui est déjà bien malmenée par la pandémie en elle-même. Et sur ce, on va pouvoir embrayer sur la dernière partie de cette vidéo, donc la situation actuelle. Même si le Covid existe toujours, nous ne sommes plus dans une situation d'urgence sanitaire à ce jour. Les autres pays ont rouvert leurs frontières et on pourrait donc avoir une impression, un sentiment de soulagement général. Mais maintenant, il y a d'autres éléments qui sont par ailleurs eux aussi instables et hors de notre contrôle, donc en faveur de l'augmentation du stress perçu, qui sont apparus ou qui se sont accentués. Depuis début 2021, on a ainsi une accentuation importante de l'inflation. Alors l'inflation, c'est quelque chose qui est d'origine multifactorielle. On va pas expliquer aujourd'hui dans cette vidéo ce qu'est l'inflation, d'autres le font très bien et bien mieux que ce que moi je ferais, mais on va plutôt se centrer sur ses effets. Mais très synthétiquement, on subit une hausse générale des prix. En 2022, elle se situe en moyenne à 5,2% et en 2023 en moyenne à 4,9% avec de réguliers pics au-delà de 6%.
Et on a évidemment depuis mars 2022 et l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, la guerre en Ukraine, qui a entraîné diverses conséquences dont la hausse des prix et des risques de pénurie à un moment donné. Ou en tout cas, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a eu un ressenti plus ou moins exact de risque de pénurie, de danger et d'urgence. Au final, qu'il y ait vraiment eu un risque ou pas, c'est pas ça qui importe le plus, c'est que subjectivement, on a ressenti qu'il y avait un risque. Et c'est qui plus est une situation inquiétante. C'est une guerre qui se situe sur le même continent. Le sujet est omniprésent dans l'actualité et même si la France est relativement éloignée géographiquement des zones de conflit, il y a une portée symbolique à avoir une guerre sur le même continent et avec des pays avec lesquels on a une histoire commune importante. Puis en 2023, on peut rajouter la guerre entre le Hamas et l'Israël, dont de nombreuses images, donc souvent violentes, sont partagées sur les réseaux. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo qui traite spécifiquement de la gestion du stress perçu lié à l'actualité et donc en prenant comme exemple la guerre entre le Hamas et l'Israël. Et tout ça, ce sont autant d'éléments qui peuvent faire perdurer le stress perçu, l'anxiété, la dépression ou la détresse, et tout ça sur une psyché qui est d'ores et déjà bien fragilisée par les années précédentes. Aussi, la situation en France peut être plus ou moins instable. De fréquentes manifestations et mouvements de grève, tout d'abord liés à la réforme des retraites et notamment l'utilisation du 49.3 par le gouvernement, ont eu lieu en 2023. Et des blocus ont été organisés dans les universités et les étudiants eux-mêmes se sont mobilisés durant ces manifestations. Et très clairement, tout ça, c'est une situation qui ne va pas aider. Ensuite, la perspective des JO en 2024 représente un autre élément pouvant être source d'instabilité et de stress pour certains étudiants. En effet, 2000 logements du Crous vont être réquisitionnés durant les JO de Paris afin d'y loger le personnel, donc que ce soit des soignants, des membres de la sécurité ou des secouristes. Et ainsi, 2000 étudiants habitant dans un logement du Crous seront relogés durant la période estivale. Ils bénéficieront de 100 € de dédommagement et de 2 places pour assister aux JO. À ce jour, en tout cas de ce que j'en sais, les étudiants n'ont néanmoins pas de précision sur les conditions de relogement qui seront proposées ou si une aide au déménagement sera mise en place. Alors c'est une décision qui a fait très fortement débat, les étudiants étant donc contraints, n'ayant pas le choix de prêter leur logement. Celui-ci est en fait réquisitionné. Et cela fait également débat parce que ça pose la question de la considération aujourd'hui des étudiants et du statut d'étudiant en France. Puisqu'il y a des réalités qu'on connaît, le manque de logements Crous, puisqu'il y a beaucoup plus de demandes que de logements disponibles. On sait également que les conditions de vie des étudiants sont difficiles, voire très difficiles pour certains, qu'il y a un risque de précarité ou que certains évoluent déjà dans une certaine précarité. Et avec tous ces éléments-là, a quand même été fait le choix de déloger certains étudiants, tout cela pour y loger le personnel utile au JO. Et lorsqu'elle a été interviewée, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a expliqué qu'elle pensait que les étudiants seraient fiers de prêter leur logement. Et bon, de mon point de vue, penser c'est bien, mais ils auraient peut-être pu leur poser la question. Au moins ils auraient été sûrs. Bref, passons sur ce sujet. En tout cas, tous les éléments que je viens d'exposer interagissent par ailleurs entre eux et c'est ce qu'on va voir dans la dernière partie de cette vidéo. On a donc tous ces éléments, alors bien sûr qui impactent aussi d'autres catégories de la population, mais il faut bien prendre en compte l'historique des dernières années. Entre la hausse de la précarité et de l'isolement, la dégradation de la santé mentale, donc chez une population qui est censée acquérir des connaissances pour construire son avenir, donc de personnes qui ne gagnent pas leur vie comme d'autres membres de la société, donc leur activité principale étant censée être l'acquisition et le perfectionnement de connaissances. Financièrement, ils sont moins armés et ça a des impacts très importants sur leur santé mentale et leur qualité de vie dans l'ensemble. On sait aussi que le risque suicidaire est plus important chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes. Ainsi, 7,3% des Françaises de 15 à 30 ans ont déclaré avoir déjà fait une tentative de suicide dans leur vie, contre 2,7% des Français du même âge. Un surrisque féminin dont la tendance se vérifie également en population étudiante, avec 11% des étudiantes qui ont déjà fait une tentative versus 7% des étudiants. Et on peut également noter que ces deux dernières statistiques sont supérieures à l'ensemble des Français et Françaises entre 15 et 30 ans, donc les chiffres que je viens de mentionner juste avant. Concernant les dépenses,
3/4 des étudiants ont dû modifier leurs habitudes de consommation en raison de l'inflation et près de la moitié des étudiants ont peur de basculer dans la pauvreté. Plus précisément au niveau de l'alimentation. Avec l'augmentation des prix, on a pour conséquence d'une part une hausse de la fréquentation dans les centres d'aide alimentaire et les épiceries solidaires, et d'autre part, certains étudiants exposent ne pas manger à leur faim et sauter des repas. Et ceci sachant qu'il y avait d'ores et déjà eu une augmentation de la fréquentation de ces centres durant le Covid. Selon la dernière étude réalisée en 2023 par l'IFOP et l'association d'entraide Copain, qui a d'ailleurs été créée pour aider les étudiants en situation précaire durant la période Covid et qui effectue notamment des distributions de colis alimentaires, donc selon leur étude, plus d'un étudiant sur 3 saute régulièrement des repas par manque de moyens. Et chez les bénéficiaires de l'association Copain, ils sont plus d'un étudiant sur 2. Et évidemment, à ce niveau, ce serait du luxe d'imaginer une alimentation équilibrée pour ces étudiants. Des aides ont été mises en place, par exemple le repas du Crous à 1 € pour les boursiers et à 3,30 € pour les non-boursiers. Mais par ailleurs, on constate une disparité qualitative dans les restaurants du Crous. Et enfin, selon une étude de la FAGE, environ 73% des restaurants universitaires sont fermés le soir et 85% le week-end, ce qui limite encore une fois pour les étudiants les possibilités de se nourrir à moindre coût. À ce moment, certains étudiants sont contraints de travailler à côté de leurs études, parfois même en semaine, et généralement c'est des métiers du type travail dans un fast-food, serveur, serveuse ou en supermarché, etc. etc. Bref, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent à côté de leurs études et pour certains c'est tout à fait réalisable. Mais quand le travail devient essentiel pour subvenir aux besoins de base au point de devoir rogner sur les études, là ça devient un problème. Il y a quand même des étudiants qui vont bosser plus de 20 heures par semaine, certains qui doivent rater des cours pour travailler et ça c'est problématique, sachant que dans tous les cas, à partir de 12 à 15 heures par semaine, une activité professionnelle est jugée comme pouvant faire concurrence à la réussite scolaire et notamment si elle n'a aucun lien avec les études et c'est généralement le cas. C'est aussi en faveur d'un épuisement, aussi bien physique que psychique. Et au final, ça peut impacter négativement les résultats aux examens. Et aussi, les études et les filières vont être plus ou moins chronophages et demandent plus ou moins de disponibilité psychique. En psychologie, par exemple, il y a plus d'exigences en master qu'en licence et c'est également bien plus chronophage. Bon, c'est quelque chose qui fait sens, hein. Mais donc pour quelqu'un qui doit absolument continuer à travailler à côté des études, pour qui c'est littéralement vital, ça va être compliqué de concilier les deux en master et ça risque d'impacter donc négativement et l'acquisition de connaissances et donc la réussite aux examens. On peut également citer les problématiques liées au logement. Encore une fois, pour beaucoup, il faut déjà en trouver un, à un prix raisonnable ou aller en CTE. Et le Crous est d'ailleurs submergé de demandes, comme je l'ai évoqué au début de la vidéo, c'est hyper galère aujourd'hui, donc la plupart ne font pas la fine bouche. Alors pour rappel, selon l'association interprofessionnelle des résidences étudiantes et services, il manquerait au moins 250 000 logements étudiants pour répondre à la demande sur l'ensemble du territoire français. Alors on ne va pas imaginer non plus que tous les logements, alors qu'ils soient du Crous ou non, soient aux normes, faut pas rêver non plus. Sachant qu'en plus, donc imaginons un logement mal isolé et avec le chauffage électrique, ça fait bien chauffer la facture justement. Et donc certains se privent même de se chauffer. Le chiffre est de 39% pour l'ensemble de la population étudiante, donc selon la même étude que j'ai déjà citée précédemment par Copain et l'IFOP. Cette étude précise également que ce chiffre atteint les 61% pour les étudiants qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire de l'association Copain. Et de surcroît, à la fin du mois, pour vivre, après déduction du loyer et des charges, 50% des étudiants ont un reste à vivre inférieur à 100 €, dont la moitié à moins de 50 €. Concernant la santé, selon les derniers chiffres, plus d'un étudiant sur 2 a déjà renoncé à une aide médicale ou psychologique en raison de sa situation financière. À Bordeaux, le projet baptisé Prisme a été mis en place et il s'agit d'une étude de santé publique qui a pour but de mieux connaître la santé mentale des étudiants au début de leur parcours universitaire et d'expérimenter des outils de prévention et de promotion en santé mentale. Alors, selon les conclusions de l'étude, sur l'année 2022-2023, 43% des étudiants exprimaient traverser un vécu dépressif. Pour rappel, en 2009, on était aux alentours de 30% plus tôt et durant le Covid, on était à 37%. Donc c'est un chiffre qui continue d'augmenter au fil des années et on voit que la santé mentale des étudiants continue en fait de se dégrader au fil du temps. Et parmi ces 43% d'étudiants déclarant traverser un vécu dépressif, un quart exprime avoir des pensées suicidaires. De plus, toutes les études récentes pointent une accentuation du sentiment de solitude des étudiants, donc plus d'un étudiant sur 2 exprime se sentir souvent, très souvent ou constamment seul.
Et là, le Covid n'y est pas pour rien. Même si l'enseignement classique est rétabli, il y a eu une brisure dans les contacts sociaux. Et c'est quelque chose qui se vérifie d'autant plus pour les étudiants qui effectuent leurs études loin de leur famille, viennent d'un pays étranger ou sont en situation de rupture familiale et peuvent se trouver en plus dans une situation de précarité. Et ce cumul va accentuer le risque de développer d'autres difficultés psychologiques et notamment des vécus dépressifs et des dépressions caractérisées. Pour pallier au moins en partie ce problème, des associations se mobilisent. On peut par exemple citer l'association Un Kaba pour un étudiant qui met en lien des étudiants avec des parrains et marraines qui vont les aider financièrement à faire leurs courses mais également avoir des échanges qualitatifs avec eux. Et ceci, que cela soit justement au moment de faire leurs courses ou pour certains, en plus, lors d'un déjeuner, faire des sorties culturelles ou les assister dans leurs démarches administratives. Et donc, entre février 2021 et novembre 2023, ce sont 5500 étudiants qui ont pu bénéficier d'une aide de l'association et 400 étudiants étaient toujours dans l'attente d'une aide, donc faute de parrain. Alors un autre point qui est assez interpellant, au niveau de l'hygiène, 64% des étudiants en situation de précarité ont déjà dû renoncer à acheter des produits d'hygiène. Plus spécifiquement, pour les étudiantes entre autres, on peut rajouter la précarité menstruelle. Et selon une étude de 2021, 33% des étudiantes et étudiants ont déjà nécessité une aide pour se procurer des protections périodiques. De plus, 13% ont déjà dû faire le choix entre un objet de première nécessité ou des protections menstruelles. Et en 2022, 71% des étudiantes interrogées déclarent garder plus longtemps que recommandé leur protection hygiénique et à ce moment-là s'exposant donc à diverses infections et prenant le risque, donc avec les tampons par exemple, d'un choc toxique. Pour pallier cette réalité, des distributeurs de protection périodique, donc gratuits, ont été placés dans les restaurants universitaires et les résidences Crous. Cependant, uniquement 1036 ont été installés et non 1500 comme annoncé par Frédérique Vidal, donc la ministre de l'enseignement de l'époque, et un manque de communication sur ces dispositifs et leurs emplacements est à déplorer. Mais on peut toutefois noter qu'en un peu plus d'un an, 12 millions de protections ont été distribuées grâce à la mise en place de ces distributeurs, ce qui est quand même très positif. Et enfin, c'est pas le plus important, mais je trouve que c'est tout de même bon à mentionner et à préciser. Aujourd'hui, qui sont les étudiants qui peuvent encore s'acheter des ouvrages? Alors il y a bien des bibliothèques, mais d'expérience personnelle, si un livre est très recommandé par un prof, les étudiants vont se jeter dessus et très rapidement, il n'y en a plus. Et de plus, pour certaines études, il est quasiment requis d'avoir certains ouvrages, et je pense notamment au code civil pour les étudiants en droit, qu'ils doivent en plus généralement renouveler assez fréquemment. Et avec tout ça, les étudiants vont peut-être devoir prendre un prêt étudiant, et donc plus tard se lancer dans la vie active avec ce remboursement à faire. Et je vous avoue que d'expérience, c'est quelque chose qui est assez relou. Et finalement, pour terminer, dans cette vidéo et même de manière générale, je trouve qu'on n'évoque pas ou très peu le cas des doctorants qui eux aussi, même s'ils ont un revenu via leur exercice, sont touchés par cette précarité. Ils peuvent être plus armés au niveau financier puisqu'ils touchent un salaire. Enfin, 3/4 d'entre eux touchent un salaire selon une étude récente. Donc il y a quand même 1/4 d'entre eux qui travaillent à côté de la réalisation de leur thèse ou qui doivent faire un prêt étudiant. Et dans tous les cas, soyons clairs, le salaire n'est pas ouf. C'est environ 1400 € net par mois. Sachant que ce sont des personnes qui ont déjà 5 années d'études derrière eux et donc pas ou peu de revenus. En tout cas, à peu près pour la moitié d'entre eux, puisque l'âge moyen d'entrée en doctorat en France, c'est de 29 ans. Donc avant 29 ans, la plupart des personnes n'ont pas pu travailler, mettre de côté de quoi financer leur thèse. Et justement, ce sont peut-être des personnes qui ont d'ores et déjà un prêt étudiant à rembourser. Et après le doctorat, ils ont encore 2 années de post-doc à faire dans une autre université, des perspectives pas forcément enrichissantes et une insertion professionnelle qui ne va pas être aisée. Enfin bref, la situation des doctorants en France, ça pourrait faire toute une vidéo. Il y a d'autres éléments à prendre en compte et notamment les conditions de travail et de recherche, mais je trouvais tout de même important de dire un mot dessus dans cette vidéo. En conclusion, la situation économique, financière et la santé mentale des étudiants continuent de se dégrader les dernières années. Ceux-ci doivent régulièrement faire des concessions sur leurs dépenses du quotidien et principalement sur l'alimentation. Les étudiants ont aussi tendance à gratter sur les dépenses liées à la santé et d'autant plus liées à la santé mentale. Et de plus, ça j'en ai pas parlé dans mon développement, mais il y a des possibilités de consulter un psychologue dans le public et donc sans frais. Mais il y a actuellement des mois d'attente pour une consultation. Et pour les cas les plus graves, donc je parle par exemple de risques suicidaires, les places en internement en psychiatrie sont de plus en plus réduites.
Mais donc même pour une simple consultation dans le secteur public, ça devient compliqué. Les centres médico-psychologiques manquent de moyens à la fois financiers et humains. Il y a des aides financières et au niveau psy qui sont mises en place pour pallier ces réalités, mais celles-ci se révèlent bien insuffisantes. Par contre, on est de plus en plus sensibilisé, donc on pourrait avoir l'impression que la santé mentale est plus considérée, mais dans les faits, dans l'exécution, on en est loin. Et c'est presque de pire en pire, je trouve, c'est entre la stagnation et moins bien. En tout cas de mon avis personnel et de ce que je constate. Alors, il y a bien des psychologues qui sont dans les universités, mais ils ont généralement un rôle de prévention et de détection, mais pas d'accompagnement à long terme, et de toute façon, ils n'en auraient pas le temps. Et si je ne me trompe pas, c'est environ un psychologue pour 15 000 étudiants. Donc là, il n'y a absolument pas le temps de faire des prises en charge, que ce soit sur le moyen ou sur le long terme. À ce moment-là, il faudrait engager beaucoup plus de psychologues dans les universités. Et enfin, au manque de ressources pour faire face à la précarité et faire attention à leur santé mentale actuelle, va s'accompagner aussi une incertitude sur les années à venir et sur les circonstances d'entrée dans la vie active qui va venir avec son lot de stress, de surprises qui vont être plus ou moins bonnes. Et selon l'étude de 2023 de l'IFOP et de l'association Copain que j'ai cité plusieurs fois dans cette vidéo, 62% des étudiants interrogés se disent inquiets pour le futur. Et il faut aussi prendre en compte que certains métiers sont accompagnés d'un risque plus important de précarité, les métiers passion principalement. Mais bon, ces sujets-là, pourquoi pas en parler plus en profondeur dans une future vidéo. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous informer et vous faire un bon bilan sur les dernières années au niveau du coût de la précarité et de la santé mentale des étudiants. J'espère aussi qu'elle n'a pas été trop lourde. Je sais qu'il y avait beaucoup de données, beaucoup de statistiques. J'avais d'ailleurs hésité à la séparer en deux, mais en fait je trouvais que ça rendait le tout encore plus confusant vu que je reprends des informations et des données au fil des années dans mon développement. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop lourd. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt.